pourcentage de sable, le pourcentage de limon et le pourcentage d'argile. Limon, c'est l'intermédiaire entre le sable et l'argile. L'argile, c'est des éléments très fins. D'ailleurs, même quand il y a une dominance d'argile dans un sol, il n'y a pas beaucoup d'aération. Parce que les particules sont très fines et ça colmate un peu les espaces. Ce qui fait que c'est un sol qui est asphyxiant. On l'appelle un sol, exactement. On dit que c'est un sol qui est asphyxiant. Alors que le sable, quand il est grossier, il y a de l'aération. Mais malheureusement, sur le plan agronomique, c'est un sol qui est très pauvre. Et on l'améliore avec la matière organique. Donc voilà un peu, si je peux répondre. Un sol sablonneux, c'est un sol qui appuie de 60%, voire même 70% de sable. Voilà. Maintenant, les autres composantes peuvent varier. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ouais. L'argile et le limon. Donc il y a les trois éléments principaux du moins qui composent le sol. Le sable, l'argile et le limon. Maintenant, il y a aussi un certain pourcentage de matière organique qu'on peut aussi voir. Tu comprends? Oui. La matière organique, on peut aussi détecter. Ça dépend de ce que tu vas demander au laboratoire. Et il faut savoir aussi que c'est payant. Ça dépend de ce que tu demandes. Oui. Et les analyses coûtent cher. Mais on a des manipulations qu'on peut faire dans les laboratoires pour détecter, pour voir si le sol est sablonneux, sable argileux, argileux limoneux, argileux sableux. Vous comprenez? Oui. C'est pas donc le pourcentage de ces... Exactement de ces éléments-là dans le sol. D'accord. Ouais. Alors, Ouais. par exemple, quelle expérience on pourrait faire pour pouvoir séparer les trois composants de chaque sol? Ouais, il y a des expériences qu'on apprend dans les travaux pratiques. Je ne sais pas si vous faites ça en SVT, mais nous, dans les laboratoires, à l'Institut agronomique, dans les laboratoires de sciences du sol, il y a des sortes de tamis qu'on peut utiliser donc pour voir, détecter. Parce que le sable, c'est de la silice. Silice 100%. Donc, il y a des sortes de mélanges qu'on peut faire, des tamis, qui vont nous permettre de dissocier le sable, l'argile et éventuellement le limon. Tamissage. Ouais. Oui. Il y a des expériences qu'on peut faire pour ça. C'est des manipulations au laboratoire. D'accord. Et en fonction de ce mélange-là, on observe la sédimentation. Et tu verras qu'au moment de la sédimentation, les éléments se dissocient totalement. D'accord. On pourra avoir le sable, l'argile. Supposons même si on met ça dans une bouteille qui a un diamètre constant, on peut prendre un décamètre pour voir la largeur du sable, la largeur du limon et la largeur de l'argile. C'est la sédimentation. C'est la séparation des éléments les plus lourds. Tu peux voir, les gros sont en bas. Tu peux voir au niveau de la sédimentation, tu peux voir, supposons ici, c'est le sable, ici c'est le limon, et ici, supposons, c'est l'argile. Tu vois. Après, quand tu mesures la longueur totale, et puis tu calcules la longueur de chaque expérimentation, tu peux faire des pourcentages. Tu as compris? Oui. Ça, c'est des expériences qu'on fait au laboratoire. Même quand votre prof faisait à l'université, certainement. On a eu à faire ça. Ouais. Mais moi aussi, à l'Institut agronomique, on a eu à faire cette genre de travaux pratiques. D'accord. Ouais. Il y a différents, c'est des tamis de différents diamètres. Des diamètres. Vous connaissez les tamis? Oui, oui. Voilà, donc c'est plusieurs tamis. Il y en a qui n'ont pas tous les mêmes diamètres. Ce qui fait que quand on filtre, c'est une sorte de filtration. Les plus gros vont reposer en bas. Ensuite, les plus légers sont voilà. Donc, en tout cas, envoyez-moi le mail, je vais vous envoyer la documentation. D'accord. Même si vous me l'envoyez aujourd'hui même, peut-être avant le soir, je vais vous répondre. D'accord. Deuxième question. La texture de ces deux sols. Oui, c'est-à-dire que le sol sablonneux, la texture est plus grossière. Est-ce que vous êtes en train de noter? Oui, on est en train d'enregistrer. La glace est plus grossière parce que le sable est plus gros. Ensuite, c'est le limon. Ensuite, c'est l'argile qui a la texture la plus fine. Ouais. Ça,
D'accord. La structure? Wow, la structure. Bon, quand on dit que le sol est sable argileux, ça veut dire qu'on détermine les pourcentages. On détermine les pourcentages de sable, pourcentage de limon, pourcentage d'argile. Donc c'est ça. En fait, quand on dit que la structure est argilo-sable, ça veut dire que l'argile domine. Tu comprends? Et le sable vient en deuxième position. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas 50%, 50%. Quand on dit argileux, sable, ça veut dire que l'argile fait plus de 50%. Ouais, c'est ça. D'accord. Le pH de ces deux sols? Bon, le pH, en général, le pH, ça dépend de plusieurs facteurs. Parce que vous savez que le pH, quand il est alcalin, c'est que peut-être le sol, bon, il y a de l'argile, mais il y a aussi un peu de calcaire. Oui. Vous comprenez? Parce que c'est le calcaire qui rend un peu les sables, le pH élevé. Donc, c'est pour cela, en général, on peut voir un sol sablonneux et calcaire. On peut aussi voir un sable argileux et calcaire. Mais en agriculture, il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser. En général, 8, pH 8, parce que la plupart des plantes préfèrent un sol légèrement alcalin. Donc le pH qui dépasse 7. Parce que 7, c'est la neutralité. Mais la plupart des plantes préfèrent les sols qui ont environ autour de 8. De 8. Ah, 8. Ouais. Et c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a un des sols qui a un pH moins élevé que l'autre? bon, on ne peut pas le décréter comme ça. Il faut le mesurer. Bon, il faut avoir un pH mètre. Oui. C'est des appareils qu'on utilise pour déterminer. Il y a des manipulations. Vous avez, à votre établissement, vous avez... Oui, on va le faire là-bas. Exactement. Et puis, vous plantez l'électrode, Oui. et puis qui va vous donner une lecture. Vous verrez que si le pH dépasse les 7, 7, 5, 8, en général, les plantes préfèrent ce sol-là. Je préfère ce sol. Mais aussi, en même temps, il ne faut pas que le sol soit salé. Salé. Là, nous, bon, en fait, dans la pratique, en tant que praticien, je mesure cela avec la conductivité. Est-ce que vous avez un conductimètre? C'est quoi en fait? Un conductimètre, c'est le sel. C'est-à-dire que ça mesure la teneur en sel. Ouais. Parce que aussi, si l'eau ou bien le sel sont salés, ça peut poser des problèmes. Oui. Parce qu'au niveau de la pression, ça augmente la pression osmotique du sol. Et comme les plantes sont dans un milieu où elles doivent faire une succion pour absorber l'eau, si l'eau est trop salée, il risque de ne pas y avoir absorption. Il peut même y avoir une tendance à un flétrissement de la plante parce qu'il y aura une exosmose. Au lieu d'avoir une osmose, que la plante tire l'eau du milieu vers la plante, il peut y avoir l'effet inverse. La plante perd de l'eau. Parce que quand deux milieux sont en contact, il y a toujours échange. Oui. Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc ça, c'est des révisions. Je ne sais pas vous a enseigné ça. Donc c'est sûr. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que donc l'eau doit être douce. Le sol aussi doit être doux. Donc pas salé. D'accord. Comme ça, quand tu plantes, la plante pourra puiser de l'eau et des éléments nutritifs dans le sol. Sans difficulté. Mais par contre, si le sol est salé, il peut y avoir des problèmes. Ou bien si le pH est trop élevé aussi, il peut y avoir des problèmes. Des problèmes. Ah, ouais. C'est là, au niveau de la plage, là, vous ne voyez pas de plantes. Hein. Oui. Ils ont quelques exemples de plantes, mais il n'y a pas beaucoup de plantes parce que au pied de la plage, le sol est salé. Exactement, oui. Donc, dans un sol salé, il n'y a que les plantes qu'on appelle les plantes halophytes. Halophytes, si vous vous promenez un peu... Le cactus. Bon, il y a des... si vous avez de l'espace, je vous mets avec un de mes ouvriers, là, il va vous amener là-bas. Vous allez voir, il y a des zones salées et où il y a des plantes qui vivent là-bas. Ce sont des plantes halophytes. Bon, au voisinage de la mer, le palmier n'aime pas le sel, mais au moins supporte l'air marin
Hein? Vous pouvez voir des palmiers, des filaos. Là aussi, c'est des arbres qui tolèrent un peu le voisinage de la mer. C'est pour cela qu'on les plante là-bas. Ouais. Est-ce que Si vous n'êtes pas satisfait, il faut poser la question. Non, c'est bon. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner l'avantage et les inconvénients de ces deux sols? Oui. Bon, les sols à dominance sable sont préférables pour tout ce qui est légumes racines. Ce qu'on appelle légumes racines, c'est toutes les plantes qui, comme la carotte, hein, ça donne ce qu'on cherche dans le sol. La pomme de terre, le manioc, la patate douce, les tubercules. Oui. Les légumes, on les appelle les légumes racines. Donc, tout ce qui donne, tout ce qui produit dans le sol. En général, on préfère que la dominance soit sable. Comme ça, la plante aura la latitude de développer son système racinaire aisément dans le sol. Et en plus, au moment de la récolte, que ce soit facile d'extirper, de desserrer. Par exemple, si vous êtes dans un sol très fortement argileux, vous voulez faire la pomme de terre. Je ne dis pas que tu n'auras rien, mais tu vas perdre plus de la moitié de la récolte qui va rester dans le sol. Parce que déjà, les tubercules n'auront pas la latitude de se développer comme ils le veulent. Et en plus, au moment de la récolte, vous aurez des difficultés pour extirper les tubercules du sol. Là aussi. Par contre, pour les sols argileux, il y a encore un problème. Pour les légumes fruits, comme la tomate, l'aubergine et tout ça. Et pour les légumes feuilles, comme la laitue. L'épinard, des trucs comme ça. Oui. Donc, vous n'aurez aucune difficulté. Donc, c'est pour cela, nous, en agriculture, on a quelque chose qu'on utilise pour essayer un système tampon, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'est pas amphotère, hein? Mais un système tampon, c'est la matière organique. Le terreau, le compost, le fumier, ça permet de moduler un peu le sol. Quand il est trop lourd, ça l'allège un peu. Quand il est trop léger, ça l'alourdit un peu. C'est pour cela qu'on aime bien un sol qui est sablo-argileux. Vous savez pourquoi? Parce que le sable, l'argile quand même a des propriétés de rétention de l'eau. Quand vous irriguez le sol, quand il y a un peu d'argile, l'argile permet quand même de retenir une partie de cette eau et que ce sol-là ne va pas se déshydrater facilement. Donc la matière organique aussi joue un rôle dans ce sens-là, parce que la matière organique joue un rôle d'éponge. Quand vous mettez la matière organique dans le sol, quand vous irriguez, ça retient une certaine quantité de l'eau comme une éponge, et cette eau-là sera mise petit à petit à la disposition de la plante. Voilà. Par contre, un sol sablonneux à 100%, quand vous irriguez aujourd'hui, même le matin, l'après-midi, quand vous venez, vous pouvez rien, tout est parti, il y a un lessivage. Donc voilà aussi, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que le sol argileux retient beaucoup plus l'eau. Exactement, oui. Donc l'argile, vraiment, c'est un élément aussi qui est important dans la structure du sol. Donc c'est le sol le plus utilisé ici? Bon, pas le plus utilisé, mais dans la zone où nous sommes, c'est surtout les sols sableux qui sont là. Sableux. Ouais. Ça, c'est la nature. Hein. Oui. Ça, c'est la nature. Mais par contre, il y a des petites poches d'argile. Mais par contre, si vous allez à l'intérieur, vers Kaolack, tout ça, vous allez voir, il y a des terres qui sont argileuses, il y a même des tannes qui sont des sols argileux, mais aussi qui sont salés. Donc là aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Quand vous allez dans la vallée du fleuve aussi, il y a des zones argileuses. Donc il y a des poches d'argile. Mais en général, nous, en tant qu'agronomes, chaque fois qu'on veut faire une culture, on essaie de l'adapter au type de sol. Comme par exemple la pomme de terre, tu ne verras pas mettre ça dans un sol argileux. Donc ça sera une perte. Oui. Mais le haricot vert, le haricot aime bien le sol argileux. Vous connaissez l'haricot vert? Oui. Hein? Tu aimes bien, tu ris, hein? Tu souris. Hein? Le haricot vert aime bien le sol argileux parce que c'est un légume fruit. Oui. Hein? En général, il y a des plantes qui aiment un type de sol bien déterminé. Comme par exemple la laitue, le haricot vert, des trucs comme ça, ils aiment bien les sols argileux. Ouais. Parce que tout ce qu'ils produisent, c'est aérien, c'est pas à l'intérieur du sol. Ouais.
les céréales aussi, les sols argileux. Oui, les céréales aussi. Les céréales. Donc, les céréales, parce que les céréales donnent les productions aériennes, de manière aérienne. Donc, que ce soit le riz, le mil et tout ça. Je ne sais pas, vous êtes originaire de quel pays? Liban. Donc, le gama, hein, le blé, l'orge, tout ça. Donc, c'est bien de faire ça dans les sols argileux. D'accord. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai fait ma formation en Tunisie. Donc, je connais un peu tous ces céréales-là. Oui. Je sais cultiver aussi le blé. Ces deux sols ont quelle influence sur la croissance des végétaux? Hein? Lequel de ces sols? Les deux, en fait. Ouais, c'est-à-dire que, comme je dis, le sol qui est trop sableux, il y a un problème d'irrigation. Quand vous êtes obligé d'irriguer tous les jours. Ou bien même parfois irriguer matin et soir. Mais s'il y a moitié sable, moitié argile, je pense que c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Moi, personnellement, au fond, c'est ça que je préfère. Moitié sable, moitié argile. Et le reste, on ajoute de la matière organique. Parce que la matière organique joue un rôle physico-chimique. Ça joue un rôle dans l'aération du sol. Ça joue un rôle dans la capacité de rétention en eau. Ça joue un rôle dans les micro-organismes, dans l'apport en micro-organismes du sol. Et ça joue un rôle aussi de complexe qui retient les éléments fertilisants que vous apportez à la plante. Oui. Donc, vraiment, c'est ça. Moi, je préfère un peu un sol qui a une tendance un peu à avoir les deux. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner la graine là, que vous utilisez le plus pour chacun des deux sols? Bon, la graine, comme je dis, je ne parlerai pas de graines, mais je parlerai d'espèces. Quand on parle de sol sablonneux, je parlerai plutôt de légumes racines. Et à Dakar, ici dans votre champ, qu'est-ce que vous plantez le plus? Parce que nous, on plante tout. Nous, on n'est pas là pour choisir ce que nous faisons. Parce que nous, on fait une recherche qui est pilotée par la demande. Vous comprenez? Oui. On fait de la tomate, on fait de l'oignon, on fait de la pomme de terre. Mais nous n'avons pas que ce champ-là ici. On a aussi un champ à Sangalkam. C'est là-bas même, on a le plus grand champ là-bas. D'ailleurs, on se prépare à faire la pomme de terre la semaine prochaine. Donc, mais, comme le champ est vaste, quand on veut faire la pomme de terre, on ne choisit pas n'importe quel sol. On va aller choisir le sol où la pomme de terre pourra se développer. On a l'embarras du choix. On ne va pas, parce qu'il y a des parcelles là-bas qui sont argileux. On ne va pas mettre la pomme de terre là-bas. On va mettre la pomme de terre dans les sols sableux ou bien à sable argileux, etc. Ouais. Quand on veut faire la tomate, là, on peut mettre ça aussi bien dans les sols argileux que dans les sols sableux. Vous comprenez? Oui. Ouais. L'essentiel, c'est de gérer, de mettre beaucoup de matière organique et aussi de gérer l'irrigation. Si tu as suffisamment d'eau d'irrigation, donc là, le problème ne se posera pas. Mais les légumes racines, on ne peut pas les mettre n'importe où. Par contre, des espèces comme la tomate, l'aubergine, le diahatou, l'aubergine amère, le haricot, ou bien même comme l'a dit votre professeur, les céréales, le maïs et tout ça, on a l'embarras du choix. On peut, si on a le sol argileux, on le met là-bas. Si on n'a pas de sol argileux, si on n'a que des sols sablonneux aussi, on peut les mettre là-bas. Ouais. Là-bas, il y a moins de facteurs limitants. Oui. Ouais. Par exemple, l'arachide. L'arachide, comme la pomme de terre, les sols sablonneux. Sablonneux. Ouais. Parce qu'il y a aussi le problème de récolte. Il y a aussi le problème de récolte. Si vous mettez l'arachide dans un sol argileux, vous allez récolter la moitié et l'autre moitié va rester. Vous ne pourrez pas. Ouais, c'est ça aussi le problème. Donc les graines aussi, comme tu le dis, bon, même si la pomme de terre, nous, on ne choisit pas des graines, on choisit des tubercules. Hein? On les plante dans un sol à dominance sable. Okay. Je ne sais pas si vous êtes satisfaite. En fait, quel est en général au Sénégal, quelle est la graine qu'on utilise le plus pour le sol argileux et sableux? Pour le sol argileux, en culture maraîchère, je pense que ce qu'on utilise le plus en sol argileux, c'est surtout les tomates. Ouais, la tomate. Et sableux? Sablonneux, bon, il y a l'oignon,
Parce que du point de vue importance de la culture, les légumes les plus cultivés au Sénégal, à part la tomate, c'est l'oignon. L'oignon. La pomme de terre vient en deuxième position. Il y a une espèce que j'ai oubliée tout à l'heure, c'est le chou. Le chou aussi aime bien les sols argileux. Parce que la pomme, c'est au-dessus du sol. Oui. Ouais, le chou aime bien les sols argileux. D'accord. Ouais, aime bien le sol argileux. Mais le chou, on peut le mettre sur le sol argileux, parce qu'il préfère ce sol-là. Mais si on n'a pas de sol sablonneux, si on a du sol sablonneux aussi, si on n'a pas de sol argileux, on peut le mettre aussi sur un sol sablonneux. Mais c'est une spéculation qui préfère le sol argileux. Argileux. Et le sol argileux aussi a avantage, tu peux arroser donc un jour sur deux. Ouais. Donc, parce que quand tu arroses, ça demande moins d'eau. Ouais, ça demande, ça veut dire que ça demande, ça veut dire que ça retient bien l'eau. Ça retient l'eau. Ouais, disons ça. Pas que ça demande moins d'eau, mais quand tu irrigues, ça retient l'eau. Ça retient l'eau. Et ça permet de diminuer les fréquences d'irrigation. Ce qu'on appelle les fréquences. Tu peux arroser aujourd'hui, ne pas arroser demain, ou bien s'il y a une panne de pompe d'eau, ça supportera mieux que les sols qui sont sablonneux. D'accord. Ouais. Donc le sol argileux est plus dominant au Sénégal. Bon, je ne dirais pas ça, ça dépend des sols. Parce que c'est une répartition naturelle. Hein? Oui. Hein? Ça, c'est Dieu, quoi. Oui. La répartition est naturelle. L'homme, avec son intelligence maintenant, comme Dieu nous a donné l'intelligence est faite pour être utilisée. Oui. Bon, dans le cadre de votre travail, quand votre prof vous donne des devoirs, il faut faire travailler ça. Oui. Mais vous pouvez apprendre par cœur et venir, mais ce qu'on vous demande là, ce n'est pas réciter. Il faut parfois réfléchir et répondre. Donc, voilà. Donc, Dieu a fait une répartition naturelle des sols. Ça dépend des régions. Maintenant, quand vous voyez, nous déjà, de toute façon, chaque fois qu'on vient devant un champ, on étudie la configuration. Et tu peux voir dans un même champ, qui est là, il y a cette partie-là qui est argile, il y a cette partie-là qui est sable, et il y a cette partie-là qui est sable limoneux. Hein? Maintenant, toi, quand tu conseilles à l'agriculteur, tu lui conseilles de mettre le chou, hein? Tu mets ici, oui. Arachide, oignon, pomme de terre, tu demandes de mettre ça ici, etc. Tu comprends? Mais aussi, tu as besoin parfois de faire ce qu'on appelle la rotation culturelle. Changer. Parce que c'est pas bon de faire une monoculture dans une même parcelle. Non. C'est pas bon, c'est interdit. Ça épuise le sol. Ça épuise le sol. Et en plus, ça augmente les maladies. Vous comprenez? Oui. Tomate, vous mettez la tomate ici. Vous revenez avec la tomate, mais en fin de compte, non seulement ça épuise, mais tu vas voir qu'il y aura beaucoup de maladies, parce que les maladies en général sont des maladies qui sont spécifiques. Tu comprends? Oui. Donc tu vas voir, il y aura beaucoup de germes dans cette partie-là, ce qui fait qu'en troisième année ou en deuxième année, tu peux avoir une récolte qui est pratiquement nulle. Nulle. Donc à cause de la pauvreté du sol et aussi à cause aussi des maladies. Quand je dis maladie, c'est maladie et ravageurs. Parce que les insectes, ce n'est pas des maladies, c'est des ravageurs. Oui. Mais les maladies, les ravageurs aussi. D'accord. La température a-t-elle une influence sur ces sols? Non. En général, la température a une influence surtout sur la plante. Pas sur les sols, alors? Non, pratiquement pas sur les sols. Ça veut dire que le sol ici au niveau du Sénégal, c'est la température ambiante qui conditionne. Mais il y a des cultures qu'on peut faire quand il fait chaud. Ou bien quand il fait très chaud. Comme par exemple au mois de juin, tu peux pas faire la pomme de terre. Oui. Tu peux pas faire de l'oignon. Mais tu peux faire de la tomate. Mais dans ce cas, il faut choisir la variété. Oui. Les variétés, au sein d'une même espèce, il y a des variétés. Oui. Comme par exemple, quand tu veux faire de la tomate au mois de juin, je vais te recommander une variété qui tolère la chaleur, comme la variété mongale. Mais je ne vais pas te demander de prendre la Roma, qui est une variété qu'on fait surtout en saison fraîche. Saison fraîche. Vous comprenez? Oui. Donc là aussi, il faut prendre le conseil du technicien agricole qui va te recommander une variété
Parce que les variétés sont créées par les sélectionneurs qui font des croisements pour avoir une certaine résistance. Mais sachez qu'en agriculture, c'est surtout le facteur température qui est le plus difficile à gérer. Le sol, c'est vrai, mais même si tu as le sol adéquat, approprié, si tu n'as pas la température qu'il faut, tu ne pourras pas faire la culture. Oui. Mais actuellement, nous sommes dans une période au niveau du Sénégal où tu peux faire toutes les cultures. Toutes les cultures. Parce que c'est la température qui le permet. Mais à partir du mois de mars, avril, mai, ça va être difficile. Bon, sur la côte, la température s'élève moins rapidement. Ici jusqu'à Saint-Louis, nous sommes donc ici, tu peux cultiver jusqu'à mai parfois, même juin. Mais dans l'intérieur du pays, à partir du mois de mars, avril, la température devient très élevée. Oui. Comment le sol argileux et sablonneux est-il formé? Ah, ça, je pense que c'est... Hein? C'est les pédologues qui ont fait. Bon, les pédologues, c'est vrai que ça, c'est depuis des milliers d'années. Ça, c'est une sédimentation. Au cours du temps, depuis des millions d'années. Avec la sédimentation, etc., que les sols se constituent. Mais néanmoins, l'homme a une certaine intelligence pour pouvoir même modifier la structure des sols. Comme par exemple, je vais donner un exemple. Il peut nous arriver de décaper un sol, le jeter et d'amener un autre sol. Un sol qui est trop argileux, on peut décaper sur 20-30 cm, enlever, mettre là-bas et prendre un sol grossier et l'amener ici et le labourer. Vous comprenez? Oui. Donc là aussi, l'homme, avec son intelligence, mais aussi avec les moyens, ça, pour pouvoir le faire, il faut aussi avoir un peu de force pour pouvoir le faire. Mais l'homme arrive quand même à modifier la structure du sol. La structure. Même les sols caillouteux, là où il y a trop de cailloux aussi, l'homme arrive à le gérer. Parce que dans un sol qui est caillouteux, on peut peut-être ne pas mettre trop de légumes racines, mais il est possible toujours de mettre des légumes fruits. Oui. Parce que les sols caillouteux aussi, on peut les gérer. Tu vas voir dans des pays, parce que dans ce monde-là, vous voyez des pays où vraiment, parfois, on dit a priori qu'ils n'ont pas été gâtés par la nature. Mais maintenant, dans ce monde-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de toujours transformer les contraintes en opportunités. Oui. Est-ce que ce n'est pas le cas au Liban? Au Liban, il y a beaucoup de montagnes. Oui, c'est ça. Oui, donc là-bas, les gens ils font beaucoup de choses. Même sur des cailloux, les gens font ce qu'on appelle les cultures hors sol. Essayer Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des éléments physiques dans le sol, comme les atomes ou les ions qui sont présents dans chacun des... Bon, en général, un sol qui est riche, il y a tout là-dedans. C'est sous forme d'ions. En général, les anions, les cations. C'est un sol, on dit que c'est un milieu qui est un peu stable. Maintenant, si vous intervenez, supposons, je donne un exemple, un sol où il y a beaucoup de ions OH-, si vous amenez beaucoup d'ions Na, vous favorisez un peu le sel. Le sel. Donc, NaOH, ou bien, ce que je vous dis, c'est du sol où il y a beaucoup de Cl-. Si vous amenez beaucoup de Na, vous allez favoriser un peu la formation de sel, NaCl. Bon, OH aussi, c'est des ions OH, c'est des ions qui ont tendance à... Exactement. La soude, des trucs comme ça. Donc voilà. Il y a aussi des ions qui sont là, des ions Ca, calcaire. Si vous les favorisez un peu, ça peut amener des problèmes de calcaire et augmenter le pH. Donc c'est l'homme qui est responsable. Voilà, l'homme parfois, parce que la nature, elle est stable. Mais l'homme parfois, par ses interventions, peut favoriser un côté comme un autre. Positif ou négatif. Négatif. Ouais. Mais en général, parce que nous, on dit que l'argile est négative. L'argile. C'est des ions négatifs.
Donc voilà, donc il paraît qu'à la surface de l'argile, il y a toujours des signes moyens comme ça. D'accord. Donc le cours de chimie est loin derrière moi. Oui. Mais ça, je m'en souviens au moins. Maintenant, la matière organique, en tout cas la matière organique, peut jouer un rôle tampon. Si le sol a tendance à être négatif, bien à jouer un rôle tampon. Oui. Pour ne pas dire amphotère. Donc, ça veut dire amphotère. Oui. C'est-à-dire un élément qui joue un rôle d'acide ou de base, en fonction de la situation. Donc voilà. Encore d'autres questions? Maintenant, comment définirez-vous un sol? Un sol, c'est un substrat. C'est un substrat sur lequel l'homme agit pour cultiver sa nourriture. C'est un support. Nous-mêmes, c'est sur le sol qu'on se met, sur le sol on travaille, on marche, et aussi sur le sol qu'on cultive notre nourriture. Oui. S'il n'y avait pas le sol, peut-être nous, on allait mourir. Oui. Hein? Et c'est sur le sol que tout se passe. Tout se passe, aussi bien la formation, la décomposition, donc tout le cycle alimentaire se passe sur le sol. Sur le sol. Ouais. On marche là-dessus, on cultive là-dessus, on respire là-dessus, on travaille là-dessus. Donc on n'a pas intérêt à gâter, le sol. Donc bien au contraire. Et aussi prévoir les générations futures aussi. Oui. Parce qu'il y a parfois des choses que nous faisons. C'est comme si nous, on ne prévoit pas qu'il y a nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir après. Oui. Alors, et tout ça, on doit le prévoir. Quand on parle de changement climatique, c'est l'homme qui a fait ça. Oui, c'est l'homme. C'est l'homme qui a arraché les arbres, qui a produit beaucoup. Toutes les forêts ici en Afrique ont été coupées. Et actuellement, on a... Avant, au mois de décembre, janvier, ici au Sénégal, tu ne pouvais pas porter comme ça. Il fallait que tu te... Il faisait frais. Moi, j'ai grandi à Dakar, je suis là depuis très longtemps. Mais à l'époque, quand je faisais le lycée Blaise Diagne, le matin du mois de décembre et tout ça, on portait des pulls verts. Mais maintenant, si tu portes un pull vert, tu vas l'enlever tout de suite. Oui. Vers 9h, tu vas l'enlever. Donc ça, c'est les changements climatiques. Et ça, c'est l'action de l'homme. Donc vraiment, c'est que, je ne sais pas si en tout cas, c'est la définition, quand vous prenez un pot de coulis que de donner sur le sol. Oui. Allez-y encore. Et chaque fois, si vous n'êtes pas satisfait, il faut le dire. D'accord. Par exemple, quelle expérience pouvez-vous nous proposer que nous pouvons faire pour montrer la différence entre ces deux sols? Entre la différence entre ces deux sols, oui. C'est que, en tout cas, moi, je ne suis pas... Quand il s'agit de sol, je n'aime pas les extrêmes. Je préfère toujours être au milieu, moitié sable, moitié argile. Parce que quand tu as un sol sable-argileux, finalement, même, je peux même dire que tu peux cultiver tout ce que tu veux. Parce qu'il ne sera pas trop lourd, ni trop léger. Et un sol qui n'est ni trop lourd, ni trop léger, tu peux y faire toutes les cultures possibles. Toutes les cultures possibles. Que ce soit les légumes fruits, les légumes racines, que les légumes feuilles. Donc c'est ce sol-là que je préfère. Et la matière organique aussi est là pour nous aider un peu à davantage enrichir le sol de manière physique et de manière chimique aussi. Ouais. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvais sol. Même avec des moyens, il peut arriver qu'un sol argileux, si vous allez aller à la compagnie sucrière sénégalaise, à Richard-Toll, oui. C'est une société privée qui a des moyens, ils arrivent même à prendre un sol argileux, un sol salin, à l'aménager, à constituer un réseau de drainage, pour que quand ils mettent de l'eau douce, pour que tous les éléments salés passent par les réseaux de drainage. Oui. Vous comprenez? Ce qui fait qu'ils le font 1 an, 2 ans, ce sol-là, le taux de sel devient acceptable pour pouvoir être cultivé. Donc
Oui. Donc même un sol inculte peut être travaillé, incultivable, peut être travaillé pour être cultivable à nouveau. Et ça, c'est l'intelligence et les moyens. Donc, en fait, les végétaux, ils ont une influence sur les sols. Par exemple, si l'homme ne met pas un bon végétaux sur un sol, il ne va pas bien produire. Oui, c'est-à-dire que l'homme a intérêt à mettre les végétaux dans les sols appropriés. À respecter les lois de la nature. Voilà. Les lois naturelles. Exactement. Donc voilà. Quand tu veux faire de la pomme de terre, si tu as le choix, hein, Oui. parce que parfois tu n'as pas le choix, tu n'as pas l'embarras du choix. Mais même si le sol est trop argileux, tu peux le travailler pour que ce soit argileux, sableux, que tu puisses mettre la pomme de terre. Voilà. Mais si tu laisses le sol intact tel que la nature nous a laissé, c'est pas possible. Il faut quand même faire travailler. C'est pour cela l'homme a étudié l'agronomie. Les SVT aussi, au départ, parce que l'agronomie s'appuie sur les SVT. C'est pour cela les étudiants qui font SVT à la fac, on les accepte par un concours à venir à l'Institut agronomique. Parce qu'ils ont les éléments de base. Les biologies, la géologie, tout ça. Les mathématiques, parce que pour pouvoir faire l'agronomie aussi, il faut apprendre les mathématiques. Et puis pour pouvoir continuer, faire un concours, pour pouvoir venir à l'Institut agronomique, pour continuer, faire des études d'agronomie. Donc, les SVT, il faut être bon en SVT pour pouvoir faire de l'agronomie. Tu as quelque chose à poser? Donc c'est ça, on a. Oui, si vous avez encore des questions, vous pouvez me les appeler par téléphone. Je vais mettre mon téléphone ici. D'accord. Même M. Faye là.